Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes d'excellente humeur. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble rentrer en profondeur. C'est très bizarre comme phrase, nous allons plutôt aller en profondeur dans l'histoire de Halloween Ends, ça sonne un tout petit peu mieux, et on va essayer de comprendre la fin de cet opus et son sens dans l'ensemble de la timeline qui a été créée et constituée par David Gordon Green. Et avant de commencer, je tenais sincèrement à vous remercier pour les retours très positifs sur la critique de cet opus. Malgré le fait que Halloween Ends y divise complètement, eh bien vous semblez quand même avoir apprécié la vidéo, que ce soit à la fois le court métrage et évidemment le concours, et rien que pour ça, ça me fait extrêmement plaisir et je suis obligé de vous faire un gros poutou. Parce que oui, dans les commentaires, c'est resté ultra positif et je dirais même que c'est resté extrêmement respectueux, alors que je m'attendais vraiment à que ça soit l'anarchie complète. Halloween Ends, c'est un opus qui divise encore plus que Halloween Kills, et il fallait déjà le faire. Et donc vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que c'est un bon film, que c'est un mauvais film, qu'il faut cracher sa haine dessus, ou au contraire cracher son extase. Il est simplement question d'analyser le sens de cet opus dans l'ensemble de la trilogie propagée par David Gordon Green, tout en le rattachant de façon logique au premier opus légendaire de John Carpenter. De le rattacher à l'opus de John Carpenter. À mon avis, cette phrase, elle en a fait frémir plus d'un. Bon allez, vas-y, on commence quand même. Alors comment on va commencer cette vidéo? Eh bien c'est très simple, comment ça se termine Halloween Ends? Halloween Ends se termine par la confrontation entre Laurie Strode et Michael Myers. Notre boogeyman favori est complètement affaibli dans cet opus, contrairement à notre prestigieuse héroïne, à savoir Laurie Strode, semblant vraiment au sommet de sa forme. Et c'est ainsi que Laurie et Allison réussissent à prendre l'avantage sur Michael Myers, jusqu'à le laisser volontairement se vider de son sang, et disons-le, transformer son corps en véritable charpie. En charpie, ouais. C'est vrai que c'est pas très joli comme expression, mais en même temps, c'est terriblement le cas. Et donc pour moi, le principal objectif de Halloween Ends, c'est véritablement de déconstruire le genre que la franchise a elle-même conçu. Souvenez-vous, nous sommes en 1978, le premier Halloween sort avec à sa tête John Carpenter, et cela va avoir pour conséquence de véritablement réinventer le genre du slasher, et je dirais même que cela va poser les bases de la tradition d'un slasher. C'est à partir de ce film qu'on a compris qu'il fallait absolument avoir un tueur charismatique, avec un élément qui, on va dire, lui permet de se différencier des autres, en l'occurrence un masque dans ce cas précis, et surtout qu'on a compris qu'il fallait absolument obtenir un tueur qui semble en quelque sorte invincible, qui semble en quelque sorte une force de la nature incontrôlable. Et ces codes extrêmement traditionnels du genre du slasher qu'a, on va dire, propagé le premier opus de Halloween de John Carpenter, avec encore une fois cette idée d'un tueur extrêmement charismatique qui va s'en prendre à des victimes plutôt jeunes, des lycéens, des adolescents, vous avez saisi l'idée, et bien c'est ce qu'on retrouvait au sein même du film de Halloween Kills, c'était véritablement la direction artistique, si on peut dire ça, de Halloween Kills. Halloween Kills, c'est littéralement un film qui raconte l'histoire d'un tueur en série invincible, massacrant à la chaîne les habitants d'une petite ville isolée et qui, malgré tous leurs efforts, eh bien n'arrivent vraiment pas à s'en débarrasser, comme s'ils avaient affaire à un croque-mitaine et à un être surnaturel. Et cette forme survitaminée du genre du slasher que possède Halloween Kills, que ce soit vraiment quelque chose qui est boosté aux stéroïdes, c'est vraiment un concentré des clichés du genre du slasher, eh bien ça n'a absolument pas plu au public qui a en quelque sorte boudé, à tort ou à raison, aujourd'hui je ne suis pas là pour juger, eh bien qui a boudé et qui a extrêmement été critique vis-à-vis de l'opus de Halloween Kills. Halloween Kills, c'est un film qui est considéré comme ringard, un film qui est considéré avec des codes anciens. C'est quelque chose que la masse, mais également les fans de la saga, ont extrêmement critiqué, et donc ils ne veulent plus en quelque sorte voir cela, ils ne veulent plus voir un slasher qui reprend des codes un peu trop anciens sans les moderniser. Et donc par conséquent, comme le public a boudé Halloween Kills alors que c'était un véritable slasher, eh bien en quelque sorte, que ce soit David Gordon Green ou toute l'équipe, je pense sincèrement qu'ils se sont dit « Ah d'accord, vous avez pas aimé le genre de slasher, eh bien on va vous proposer quelque chose d'autre, on va renverser les codes du genre du slasher pour vous proposer une autre histoire et vous proposer quelque chose de différent. » Oh bah alors, vous avez pas aimé Halloween Kills, alors que ça se concentrait sur l'histoire d'un tueur qui massacre à la chaîne et de façon extrêmement brutale une ville entière. Ah bah très bien, bah du coup on va vous proposer quelque chose de complètement inédit avec Halloween Ends. J'ai véritablement la sensation que Halloween Ends est construit comme une véritable réponse aux critiques qui ont été portées sur Halloween Kills. Contrairement à Halloween Kills où Michael était un être surpuissant pour correspondre au personnage et surtout au code du genre du slasher, eh bien Halloween Ends renverse complètement cette tradition pour fournir un antagoniste s'humanisant et paraissant presque parfois complètement affaibli. Mais pire encore, le film renverse encore plus la tradition qu'impose le genre, en allant même jusqu'à éclipser le tueur légendaire de la saga par une autre personnalité se nommant Corey Cunningham. Ah d'accord, vous avez pas aimé Halloween Kills, alors que c'était un opus qui se concentrait presque exclusivement sur Michael
Michael Myers. Bah comme vous avez pas aimé ce film alors que Michael Myers était central, bah on va vous proposer une autre direction, on va mettre de côté un peu Michael Myers, bah ouais vous avez pas aimé, et on va vous ramener un autre tueur avec une autre histoire, et cette fois-ci on va essayer de développer un peu cette histoire de tueur qui est en quelque sorte manipulée. Bah ouais, vous avez compris, aujourd'hui je me fais complètement l'avocat du diable, et c'est dit avec beaucoup d'humour et beaucoup de trolls, vous avez saisi l'idée. Et donc par conséquent, vous l'aurez compris, Halloween Ends va complètement déconstruire même ce qui fait la prouesse du genre du slasher. Ça va mettre de côté l'icône, à savoir Michael Myers, qui est censé être la chose la plus importante. On va mettre de côté Michael pour prendre un autre tueur secondaire qui est beaucoup moins charismatique, ce qui leur a permis de développer une autre histoire et d'apporter, qu'on aime ou pas encore une fois, une forme d'innovation. Et donc par conséquent, si Halloween Kills était un slasher pur jus, c'était vraiment un concentré du genre même que représente le slasher, et bien Halloween Ends c'est totalement l'inverse, celui qui déconstruit les codes du slasher, celui qui adopte une autre position que pourtant la franchise avec le premier opus avait constitué avec l'opus de John Carpenter. Et donc en plus de déconstruire véritablement les codes du genre, et bien Halloween Ends va beaucoup plus loin puisqu'il va même jusqu'à déconstruire le précédent opus, il va même jusqu'à totalement détruire ce qu'avait conçu Halloween Kills. Parce que j'ai la sensation qu'avec Halloween Ends, ils ont entendu les critiques qui ont été propagées, qui a subi en quelque sorte Halloween Kills. Les plans ont changé, il faut savoir, avec les tournages, etc., avec le décalage de Halloween Kills, eh bien David Gordon Green a fait savoir qu'il avait un peu retravaillé le script. Il n'y a pas simplement le décalage, il y a également eu les soucis de tournage avec le coronavirus, et tout cela a fait que l'équipe a eu le temps de retravailler le script. On sait à l'origine que le script de Halloween Ends, il a changé, puisque en effet, la trilogie de David Gordon Green, que ce soit Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends, devait se dérouler sous la même journée, devait se dérouler sous la même nuit de Halloween, le Halloween de 2018. Et donc potentiellement, on aurait pu avoir un Halloween Ends qui se termine à l'aube et qui clôture en quelque sorte la nuit de Halloween. Il y a même des rumeurs sur un scénario secondaire où à l'origine ça devait être véritablement un film qui se concentrait sur le combat entre Laurie et Michael Myers, et qu'à la fin du film, Laurie aurait potentiellement réussi à récupérer le masque de Michael, et elle aurait fini par comprendre que le mal proviendrait de sa maison où il a procédé à son premier meurtre, et donc en même temps que brûler le corps de Michael, elle aurait brûlé la maison et le masque. C'est une rumeur encore une fois, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant, et j'espère un jour qu'on aura peut-être le scénario qui était à l'origine de Halloween Ends avant que les plans changent. Et donc encore une fois, comme Halloween Kills a eu une réception désastreuse, encore une fois moi je ne juge pas, c'est l'un de mes opus préférés, je vais pas vous mentir, mais je sais que je fais pas du tout l'unanimité, mais c'est pas grave. Et bien comme les réceptions ont été désastreuses, je pense que les plans ont changé et qu'ils se sont dit qu'en fin de compte, avoir encore une fois un slasher moderne avec une icône qui est une sorte de boogeyman qui massacre tout sur son passage, comme les gens ont pas aimé, comme ils ont trouvé ça trop ringard, eh bien il a voulu, David Gordon Green, écrire quelque chose d'autre. Il a voulu déconstruire encore une fois le genre du slasher, il a voulu apporter une forme d'histoire d'amour, d'un personnage qui est persécuté, et de faire en sorte que l'icône revienne simplement à la fin pour construire un film relativement différent. Quand tu regardes Halloween Ends, il ne ressemble en rien à Halloween Kills, et Halloween Kills ne ressemble en rien à Halloween 2018. Tu vois, il y a vraiment ce cercle-là où on a la sensation qu'il a voulu fournir des films différents. À l'origine, Halloween Ends devait se rapprocher du style de Halloween Kills, ça n'a pas été le cas. Comme les critiques ont été désastreuses, eh bien je pense sincèrement que les plans ont changé, ce qui a engagé des formes de réécriture, et il a eu le temps. Il a eu le temps parce que le film Halloween Kills a été décalé, et en même temps avec le Covid, etc., il a eu le temps de réfléchir à un nouveau scénario. Et pour être honnête avec vous, je trouve que cela se ressent particulièrement dans Halloween Ends. On a véritablement l'impression d'avoir un opus qui est une sorte de puzzle, qui essaie de regrouper deux scripts de façon parfois hasardeuse, avec des liens qui fonctionnent pas véritablement, mais ça n'en reste pas moins intéressant, j'ai trouvé. On a une première heure qui parle d'une histoire d'amour, qui parle d'une forme de persécution, du fait que la ville de Haddonfield n'arrive pas à passer à autre chose, et puis on a, on va dire une dernière heure, on va dire 50 minutes, peut-être même 40, peut-être même moins, je sais plus vraiment, où on va se concentrer sur le retour de Michael et la façon dont il va agir sur le personnage de Corey, et comment, à eux deux, en fin de compte, ils vont essayer de faire en sorte que Haddonfield replonge en plein cauchemar. Il est donc temps pour moi de vous donner mon interprétation sur la fin et le sens de la fin de Halloween Ends, tout en essayant encore une fois de l'intégrer au sein de la timeline et de l'histoire qu'a voulu construire David Gordon Green avec ses différents opus. Parce qu'en fin de compte, même si Halloween Ends détruit pas mal des codes du slasher, notamment en mettant de côté Michael Myers ou en déconstruisant une partie de son icône en l'affaiblissant, parce que c'est vrai, Michael Myers apparaît comme extrêmement faible dans cet opus, eh bien ça n'empêche pas que Michael Myers, il est toujours central au récit,
qu'il est au cœur de l'histoire même de cet opus et qu'il possède toujours une part de surnaturel. Michael Myers est donc traité comme un concept, c'est le mal incarné. Plus que d'être une simple personne, il est la métaphore du diable qui entraîne la violence et la peur autour de lui. L'idée derrière le personnage lorsque John Carpenter l'a conçu, c'était de faire en sorte qu'il soit partout à la fois sans être là, comme si il se dissimulait derrière vous à la moindre occasion. Pourtant, lorsque vous vous retournez, eh bien Michael n'est tout simplement pas là. C'est ce qu'on appelle le sentiment de paranoïa. On a la sensation qu'il y a quelqu'un derrière nous, on a la sensation que Michael Myers est derrière notre dos, et quand on se retourne, eh bien il n'est pas là. Et pourtant, quand on va se remettre à marcher droit, à marcher en avant, eh bien en fin de compte, il était bel et bien derrière nous. C'est tout le principe et ce qui fonde la peur du personnage. Et bien pour être honnête avec vous, je trouve que ça n'a jamais été aussi vrai que dans Halloween Ends. Michael Myers, il n'est pas là, et pourtant on attend son retour et il est sans cesse dans notre esprit en tant que spectateur. On se demande ce qu'il fait, on se demande où il est, quand est-ce qu'il va revenir. Et donc il est en quelque sorte là, sans être là, et puis il y a toujours son ombre qui plane, même s'il n'est pas présent dans les scènes, par rapport au personnage de Corey, par rapport à son influence, et bien même s'il n'est pas là physiquement, spirituellement, il est toujours bel et bien là. Et plus que jamais, que ce soit dans Kills ou dans Ends, et bien Michael est la métaphore du mal qui ronge la ville de Haddonfield. Sa puissance, ou du moins son mal, tel un exorcisme, possède le personnage de Corey Cunningham en le transcendant pour l'obliger en quelque sorte à produire le mal autour de lui. Le film nous fait indirectement comprendre que ce n'est pas tant Corey qui tue des personnes autour de lui, mais que c'est bien Michael qui par son influence et cette notion de mal le possède. Comme si c'était véritablement un pouvoir se transmettant de carcasse en carcasse. Parce que oui, dans cet opus de Halloween Ends, eh bien Michael Myers, son corps est une véritable carcasse. Et c'est ainsi qu'en possédant Corey Cunningham, eh bien Michael Myers est toujours présent. Oui, il n'est pas là physiquement, mais de son esprit, son mal, la façon dont il engendre la terreur au sein même de la ville de Haddonfield, eh bien c'est quelque chose qui est toujours présent. Michael Myers dans Halloween Ends, il n'est pas là, mais en même temps il est toujours présent. Et lorsqu'il n'aura plus du tout besoin de Corey Cunningham, eh bien il n'hésitera pas à s'en débarrasser, parce que comme le dit la meilleure héroïne du monde, eh bien... On déconne pas avec l'original. Ouais, regardez Scream, ou re-regardez Scream encore une fois, c'est important pour la culture. Et de plus, on a également eu cette scène qui a fait pas mal polémique, où on voit une confrontation de regards, où on voit les yeux de Corey qui plongent dans les yeux de Michael Myers, et pour moi l'interprétation elle est plutôt simple. C'est à partir de ce moment-là que Corey Cunningham, il est en quelque sorte possédé par Michael Myers. Michael Myers, il voit le potentiel de Corey, il voit qu'il va pouvoir l'utiliser, comme il sait qu'il est affaibli physiquement et qu'il va pas pouvoir faire régner la terreur à lui tout seul, eh bien il décide en quelque sorte d'entraîner son mal au sein même du personnage de Corey. Il décide pas de l'exorciser, mais il décide en fait de le posséder. C'est vraiment une forme de possession, comme si Michael Myers possédait véritablement un pouvoir et qu'il avait transféré son pouvoir de façon provisoire dans le personnage de Corey Cunningham. Et donc ainsi, si certains disent que Corey Cunningham il est supérieur à Michael Myers dans cet opus et que Michael Myers est une sorte de lavette, et ben moi je trouve que c'est au contraire l'inverse. Oui, Corey Cunningham, il est bien supérieur physiquement dans cet opus à Michael Myers, mais en fin de compte, il est simplement manipulé et torturé par Michael Myers au sein même de son esprit. C'est Michael Myers qui libère le mal au sein de l'esprit de Corey et qui va l'utiliser comme un pion sur l'échiquier, et lorsqu'il n'aura plus besoin de lui, eh bien il n'hésitera pas à s'en débarrasser. Et donc avec cette scène, on entre presque dans une forme de mythologie avec la saga de Halloween. Il y a presque une dimension ésotérique, il faut l'admettre. C'est-à-dire que pourquoi Michael Myers, il réussit à posséder le personnage de Corey simplement en plongeant ses yeux extrêmement sombres, les yeux du diable comme le disait le docteur Loomis, dans les yeux de Corey, pourquoi il réussit à le posséder alors qu'il a déjà en quelque sorte plongé ses yeux extrêmement noirs dans d'autres regards et ça ne les a pas possédés? Eh bien tout simplement parce que Corey abritait déjà une forme de mal, il abritait déjà une forme de souffrance, et Michael Myers il s'en sert de cette souffrance pour utiliser son pouvoir et encore une fois posséder le personnage de Corey Cunningham. Et c'est ainsi que le surnaturel est toujours bien présent dans l'opus de Halloween Ends. C'est comme si Michael Myers il agissait comme un véritable démon pour posséder le personnage de Corey Cunningham afin de faire en sorte que le mal se perpétue dans la ville de Haddonfield. Michael Myers a donc conscience d'être complètement affaibli et plutôt que d'être sûr de perdre son combat, eh bien il décide d'utiliser un hôte qui possède ses pleines capacités pour continuer de terroriser la ville même s'il n'est physiquement pas là. Et si nous souhaitons rendre cela encore plus cohérent, eh bien nous pouvons même nous dire qu'à la fin de Halloween Kills, eh bien Michael Myers il est bel et bien mort et que son âme, si tant est il en possède une, eh bien elle est restée dans la fameuse maison. Ainsi ce que Karen aurait vu, eh bien c'est en quelque sorte la métaphore de l'âme de Michael Myers qui reste imprégnée dans la maison, et ce qui se
se relève à la fin du film n'est pas véritablement Michael Myers, mais simplement une carcasse abritant ce qui reste du mal, et donc d'une forme de pouvoir presque surnaturel. Et c'est vrai qu'on a cette sensation-là qui est notamment propagée dans Halloween Ends, l'idée que le corps de Michael Myers il est profondément affaibli et qu'on a l'impression qu'il traîne tout simplement un corps qui est déjà mort. Le personnage est donc affaibli, se nourrit certainement de rats dans les égouts, et en réalité son corps il ne semble même plus abriter la vie, mais seulement le mal. Il est le dépositaire du diable qui se sert de son corps. Et donc oui, c'est évidemment de la surinterprétation, mais qu'est-ce que ça serait une œuvre si on ne pouvait pas surinterpréter et laisser place parfois à notre imaginaire? Et donc oui, dans Halloween Ends, on retrouve toujours, je trouve, une part de surnaturel, quelque chose de un peu mystérieux et de brumeux. Et je vais même aller plus loin. En fin de compte, Michael Myers c'est toujours un concept même dans ce film. C'est tout simplement le mal qui occupe, qui habite la ville de Haddonfield, en quelque sorte les péchés des habitants. Le personnage de Corey Cunningham est lui-même un produit de la ville de Haddonfield et lui-même un produit de la peur qu'a engendré la ville de Haddonfield. Ils ont tellement eu peur d'avoir un second Michael Myers, d'avoir que cette histoire vraiment sombre recommence, et bien qu'ils ont tout fait pour le rendre coupable et pour le pointer du doigt. Et c'est uniquement par leur faute, pas la faute des habitants, et bien Michael Myers peut tout simplement posséder Corey. Cette souffrance que possédait Corey Cunningham, cette forme de maltraitance, parce que oui c'est de la maltraitance, et bien si elle peut être utilisée, c'est tout simplement par la faute de la peur des habitants. Parce que tout le discours d'une ville qui a réussi à passer à autre chose, c'est complètement faux. Michael Myers, encore une fois, il n'est pas là, mais son empreinte sur la ville est absolument terrifiant. Il est encore présent. Ils n'ont jamais réussi à passer à autre chose. Ils ont toujours eu peur, même si ça fait plus de 4 ans que le mal n'est pas réapparu, ils ont toujours cette boule au ventre. Et c'est la même chose pour Laurie. Laurie n'a jamais réussi à passer à autre chose. Elle est pointée du doigt par les habitants. Elle fait en quelque sorte semblant d'aller mieux, mais elle ne réussit pas cela. Elle n'est pas encore la Laurie Strode qui a réussi à passer outre ses traumatismes. Ce n'est simplement qu'à la fin du film où elle va pouvoir en quelque sorte passer à autre chose. La peur qui entoure le personnage de Michael Myers est donc en quelque sorte toujours présente. Ce qui signifie que Michael Myers, encore une fois, il est là sans être là. Son ombre est toujours bien présente. Et je perçois ce concept-là, encore une fois, tel un univers un peu mythologique. Ça rappelle évidemment le clown Gripsou ou Pennywise de l'univers de ça de Stephen King ou des prestigieux films. Vraiment à regarder les films ça, que ce soit le téléfilm ou les deux derniers films, c'est des petites pépites. Et bien tout comme Pennywise ou même Freddy Krueger qui se nourrit en quelque sorte de la peur, et bien Michael Myers, il peut encore être en vie, il peut encore trouver la force en quelque sorte de rester debout, tout simplement parce que la ville, et également Laurie Strode qui participe aux habitants de la ville, eh bien ils ont toujours peur. Il y a toujours cette boule au ventre qui entraîne une forme de force spirituelle au sein du personnage de Michael Myers. Michael Myers n'est donc presque plus présent dans Halloween Ends. Pourtant, il semble quand même omniprésent. Il reste au centre de l'histoire et surtout, il n'est plus question de voir Michael terroriser physiquement une ville entière, mais bien de voir et d'observer quelles sont les conséquences qu'il a amenées sur la ville elle-même de Haddonfield et surtout sur ses habitants. Toutes les actions que nous observons dans Ends, et bien en fin de compte, ce sont les conséquences des actes que Michael Myers a menés. C'est en quelque sorte son ultime chef-d'œuvre auquel il avait réfléchi quand il était enfermé dans l'institut psychiatrique. Et c'est ainsi qu'à la fin du film, les habitants ils ont besoin de voir que Michael Myers est bel et bien mort. Ils ont besoin d'être sûrs, d'être persuadés que le mal n'abrite plus du tout la ville de Haddonfield et ils font en quelque sorte justice eux-mêmes à ce boogeyman et en même temps il l'a pas mal mérité. En déchiquetant, en broyant, en rendant en charpie le corps de Michael, eh bien ils peuvent enfin être libérés. Ça y est, la peur elle est partie, ça y est, eh bien c'est en quelque sorte l'exorcisme véritable de la ville de Haddonfield. Et à la fin de la séance, je me suis dit, on va entendre la respiration de Michael pour nous dire que le mal est toujours présent symboliquement, même si Michael n'est plus là. Il y a toujours le mal qui abriterait la ville de Haddonfield. Mais non, cette fois-ci il n'y a pas de respiration, il y a simplement le silence que ça y est, la ville de Haddonfield et surtout le personnage de Laurie, eh bien ils peuvent enfin se reposer. Et Halloween Ends semble également être construit comme une immense référence au troisième opus de Halloween qui se nomme, il me semble, Halloween, le sang de la sorcière, Halloween, The Bloody Witch. Je sais plus exactement le titre et mon anglais est absolument désastreux. Mais bref, c'est construit, je pense sincèrement, comme une immense référence au troisième opus de Halloween. Le troisième opus de Halloween, c'est un film vraiment particulier parce que Michael Myers n'est pas présent et ça avait fait pas mal polémique à l'époque. Et quand on regarde bien la façon dont a traité la franchise Halloween David Gordon Green, on sent que le premier Halloween, son premier Halloween, Halloween de 2018, c'est vraiment construit comme une référence à l'Halloween de John Carpenter. Dans Halloween
Kills, on retrouve pas mal de références, que ce soit l'hôpital et ce genre de choses, au deuxième opus chronologique de Halloween, et dans la continuité, son troisième film, c'est-à-dire Halloween Ends, ressemble, je trouve, pas mal dans le style, dans le genre et dans la façon au troisième opus chronologique de Halloween. Et ce qui est intéressant également, c'est que, attendez, je vous l'ouvre et je vais vous montrer, c'est que sur la pochette du DVD, eh bien on voit Michael Myers, alors que Michael Myers, il n'est pas du tout présent dans le film, et du coup ça avait fait pas mal polémique à l'époque, il y en avait beaucoup qui avaient dit que c'était une forme de publicité mensongère, et il y a pas mal de personnes qui ont dit que Halloween Ends, c'était un film qui était mensonger. Et je trouve que le parallèle est plutôt intéressant, que ce soit encore une fois à tort ou à raison, je prendrai pas la parole sur ça encore une fois. Mais dans son style, dans sa façon d'être fait, je trouve véritablement que Halloween Ends ressemble en partie, et je dis pas complètement, mais en partie à Halloween 3, tout simplement parce qu'on a une histoire qui est totalement inédite, et surtout on a un film où Michael est absent, sauf à la fin en fin de compte. Il y a notamment l'introduction de Halloween Ends, qui reprend le code couleur de l'introduction du troisième opus de Halloween, mais il n'y a pas simplement cela, c'est véritablement dans la construction du film, puisque tout comme Halloween 3, Halloween Ends reprend cette idée d'une histoire vraiment qui bouleverse les attentes des spectateurs, quitte à leur confier, à leur produire une histoire auquel ils n'étaient absolument pas préparés, ce qui rappelle tout un tas de films de cette époque. Mais attendez, il me reste encore des choses à dire sur mon interprétation de la fin de Halloween Ends. Et pour terminer cette vidéo, eh bien Halloween Ends, ce n'est pas simplement la fin de cette franchise. C'est une véritable étape qui est franchie, celle de la fin du personnage de Laurie Strode. Que ce soit la scène où elle tient la main de Michael Myers, ou encore celle du flashback, le but est de nous montrer qu'il est temps pour elle, et donc pour l'actrice, Jamie Lee Curtis, de faire ses adieux à la franchise. Il est temps pour elle de passer à autre chose dans sa carrière, et de lâcher la main de Michael Myers. C'est donc sans doute cela le véritable sens de cette fin, et pas seulement pour elle, mais également pour les spectateurs. Halloween reviendra, et Michael Myers aussi il reviendra un jour. Mais la véritable Laurie, celle campée par Jamie Lee Curtis, elle, eh bien elle ne reviendra plus. Tout comme la conception d'une suite spirituelle à l'œuvre de John Carpenter. Tout comme Laurie, il est temps pour nous de tourner la page de ce chapitre, et de faire nos adieux à cette histoire qui dure depuis le premier film de 1978.